Bonjour à tous les amoureux de littérature et aujourd'hui épisode numéro 64 de l'alchimie d'un roman, je vais enfin répondre à une demande que vous me faites depuis longtemps, je vais enfin parler de littérature algérienne. Et pour incarner cette littérature particulière, j'ai choisi un roman qui est non seulement un chef-d'œuvre littéraire, mais aussi littéralement la pierre fondatrice de la littérature algérienne moderne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la marmite de Nedjma, le grand roman de Kateb Yassine. Un roman francophone, mais certainement pas français, puisqu'il fut écrit en pleine guerre d'Algérie en 1956. Un roman grand écart, donc un roman dual, un roman compliqué, mais un roman dans lequel nous allons nous plonger avec nos outils alchimiques pour en décortiquer la substantifique moelle, l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où il prend racine, l'air, la fiction qui nous élève et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et pour commencer, nous allons tenter l'impossible, c'est-à-dire le résumé de ce roman complexe en 1 minute chrono. Alors, Nedjma, c'est le prénom d'une femme, mais c'est l'histoire de 4 hommes, Rachid, Mourad, Lagdar et Mustapha, 4 ouvriers sur un même chantier, violents, insoumis, désabusés. Mourad tue à moitié par accident son contremaître le jour de son mariage. Et à partir de là, le roman s'envole, attention. Lagdar est arrêté à la suite d'une bagarre sur un chantier. Le même Lagdar est arrêté pendant les émeutes du 8 mai 45 à Sétif, il est torturé. Lagdar arrive chez sa cousine, Nedjma, dont Mustapha est amoureux. Mourad aussi est amoureux, il est le frère de Lagdar, mais il ne le sait pas encore. Nedjma a été conçu dans une grotte où sa mère, une Française, était retenue en otage. C'est ce que raconte Si Mokhtar lors d'un pèlerinage à la Mecque qui tournera court. Il racontera que les 4 hommes descendent tous de la même tribu, les héritiers de Keblout, puis Si Mokhtar est assassiné sur la terre de ses ancêtres. Rachid se souvient de tout cela du fond de sa fumerie de hashish. Il se souvient aussi de son enfance, et l'enfance de Lagdar et Mustapha qui les mènera au rassemblement du 8 mai 45 et le massacre de la foule par les soldats français. Les 4 hommes se retrouvent à Beaune, sur un chantier, le même chantier et à la même époque qu'au tout début de l'histoire. Vous n'avez rien compris, et même si vous réécoutez mon résumé, vous ne comprenez toujours pas. Rassurez-vous, quand on lit ce roman, on a exactement la même impression, celle de ne rien comprendre. Nedjma a la réputation d'être un roman compliqué, et cette réputation n'est pas usurpée. Mais, dans un premier temps, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, au fil des premières pages, on se laisse porter par le style de Kateb Yassine. Avant d'être romancier, Yassine est un poète, et ça se voit tout de suite. Dès les premières pages, la langue de Kateb Yassine est très belle et très maîtrisée. Au tout début, on est sur le chantier avec les ouvriers et on est frappé par la concision du style. Rien n'est dit, juste quelques bribes de dialogue et malgré tout, on ressent la tension et la violence latente, on sent le mépris du contremaître français, on sent la beauté de sa fille Suzy, sans aucune description, et on sent le danger pour ces hommes de trouver que cette jeune Française est belle. Autre exemple, à la toute fin du roman, Yassine raconte l'enfance de Mustapha. Il raconte sa fascination pour son institutrice française. Dubac Paul, on boit son prénom comme de l'air, on le fait revenir, on le lance loin. Paul, malheur de s'appeler Mustapha. Française, France. Elle a une auto, mais elle mange du porc. D'abord, elle n'a pas faim. On dit rien si elle casse la craie. Elle a 100 cahiers neufs. Elle peut écrire des lettres. Ses parents ont un château fort, c'est loin d'ici. Elle est venue en car, avec son fiancé. Fiancé. En quelques phrases magnifiquement ciselées, on comprend ce que voit et ce que ressent ce petit paysan algérien, un gosse, devant une femme française, une citadine. On comprend ce qu'il voit de la culture coloniale, mais aussi la fascination pour la culture en général, la connaissance, la langue française. C'est du pointillisme, on ressent les choses sans les dire, par empathie. Et à l'inverse, à quelques pages de distance, Yassine s'envole dans des grandes dissertations lyriques. Pour un simple paysage, il écrit. Au sommet du talus se dressent des marches de roc, émergeant de la broussaille que les bivouacs des vagabonds et des nomades ont tondues, calcinées, réduites à l'état de remblais sans venir à bout des jujubiers et des cèdres penchés en arrière, coureurs éblouis à bout d'espace et de lumière, en un sprint vertical, le tronc dégagé, les branches tendues vers le sol, en l'épanouissement hérissé des figues de Barbarie, de l'aubépine, de l'érel. Berdaf, tout ça en une seule phrase. Car ce n'est pas le sens qui compte, ce sont les mots, c'est la beauté de la langue. Yassine joue avec la langue française parce que c'est ce que font les poètes. Certaines de ces pages sont même physiquement présentées comme de la poésie. Et donc, au premier niveau,
On lit ce roman pour cela, juste la beauté des mots et la musique du poète, pour l'originalité du style de Yassine qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Nous sommes d'une lignée d'idéologues et d'artistes, dira le vieux Si Mokhtar à Rachid, la même lignée profondément algérienne que Kateb Yassine. Bon, donc, la langue est belle, mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas. En tant que lecteur, on ne peut pas s'empêcher, on essaie de comprendre. Et là, on tombe sur un os, la structure terriblement compliquée de ce roman. Rappelez-vous ma tentative de résumé. Eh bien, si on la remet dans l'ordre chronologique, ça donne à peu près ça. Autrement dit, on a l'impression que Yassine a fait exprès de tout mélanger. Pire, en plus de passer d'une époque à l'autre, on passe d'un personnage à l'autre. Je vous rappelle qu'il y a 4 personnages principaux, et Nedjma en plus ça fait 5. Et on passe aussi d'une échelle à l'autre, de l'anecdote sur un chantier à l'histoire avec un grand H, les mythes de Jugurtha ou de Salammbô. Pourquoi Yassine s'évertue à passer tout le temps du coq à l'âne? D'abord, pour l'impression que ça nous laisse. Un tourbillon, un tournis même. On lâche prise, on se laisse emporter. Notre esprit rationnel est débranché de force. Par exemple, le personnage de Lakhdar est emprisonné sur le chantier pour avoir agressé son contremaître. Dans le chapitre suivant, il est en prison à la suite des émeutes du 8 mai 45. Les deux époques se confondent. Et alors, à la longue, on saisit des résonances, des éléments qui reviennent, des détails, des symboles. La prison, la violence, l'enfermement, l'errance. Par exemple aussi, on suit l'amour, ou plutôt la fascination des 4 hommes pour Nedjma, mi-française, mi-algérienne. Et plus loin, le personnage de Si Mokhtar nous raconte l'histoire de leur père, amoureux de la femme d'un notaire français dont Nedjma serait la fille. Ce sont 2 histoires à des époques différentes, et en même temps, c'est la même histoire qui se répète et se poursuit d'une génération à l'autre. Et à la longue, on comprend l'impression qui a été souhaitée par Yassine, celle de ne pas suivre une histoire particulière, mais une histoire multiple. L'histoire à la fois de citadins et de campagnards, l'histoire de pacifiques et de violents. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un peuple. D'accord, alors on se dit, j'ai compris, ce n'est pas l'histoire particulière de ces 4 personnages, c'est l'histoire du peuple algérien. Tout ceci n'est qu'une grande métaphore, Nedjma, c'est l'Algérie. Oui, peut-être un peu, si vous aimez simplifier, vous pouvez dire ça. D'ailleurs, Kateb Yassine ne se gêne pas pour replacer son histoire dans la légende de l'Algérie. Il raconte l'unification des tribus algériennes par Abdelkader contre les armées françaises au XIXe siècle. Il relie ses personnages aux origines tribales du pays. Ils sont tous les 4 issus de la même tribu maure, les descendants de Keblout, dont un gourou va dire à Rachid « Les mâles vagabonds qu'ils vivent en sauvage par monts et par vaux, eux qui n'ont pas défendu leur terre. » Les personnages ont ainsi le remords sous-jacent de ne pas avoir défendu leur terre. Un remords qui remonte à leurs ancêtres, et plus loin encore. Rachid le citadin dira qu'il n'a jamais connu que 2 villes, Bonn et Constantine. Ce sont les 2 capitales antiques de la Numidie, cet empire coupé en 2 par les Romains et qu'essaiera de réunifier Jugurtha en vain. Rachid dira « La Numidie que Jugurtha laissa pour morte, et moi le vieil orphelin, je devais revivre pour une Salammbô de ma lignée l'obscur martyrologe. » Salammbô, incarnée par Nedjma, la boucle est bouclée. Nedjma l'Andalouse, comme il l'appelle, c'est-à-dire l'étrangère à moitié venue d'Europe. Et voilà. Et vous pouvez maintenant vous dire que Nedjma est un roman très sophistiqué, très érudit, qui établit une sorte de gigantesque métaphore de l'histoire de l'Algérie, un pont de l'Antiquité jusqu'au massacre du 8 mai 45, en passant par les guerres du 19e siècle. On est à la limite du roman patriotique. Et puis, vous vous souvenez que non, ça ne peut pas être aussi simple, parce que Kateb Yassine n'est pas un universitaire érudit qui nous étalerait sa science dans un pamphlet nationaliste. Non, définitivement non, Kateb Yassine n'est rien de tout cela, Kateb Yassine est un poète. Et son but, à travers ses résonances et ses histoires multiples, c'est, souvenez-vous de son style, c'est de créer une impression. L'Algérie de Yassine, celle qui veut nous faire connaître, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une histoire, c'est une impression. Et j'oserais même dire, l'Algérie de Yassine, c'est une alchimie, c'est un mélange, c'est ce tourbillon qu'on ressent en lisant ce roman. C'est l'enfance, les souvenirs, le poulailler qui sent la camaraderie comme les hommes au café mort. C'est l'histoire, le 8 mai 45,
La guerre d'Algérie qui commence, c'est la colonisation et la France. C'est la dualité, les villes et les campagnes. La Numidie coupée en deux, c'est un cycle qui se répète, Rome et la France, Nedjma et sa mère, les 4 hommes et leurs 4 pères. Et c'est pour cela, par exemple, que Yacine le poète a choisi le présent de l'indicatif qui renforce cette impression d'être hors du temps. On ne sait jamais à quelle époque se déroule ce qu'on est en train de lire. Tout ce flou qu'il entretient en permanence, c'est aussi pour cette raison. Yacine ne parle ni des hommes, ni de leur pays, il parle de leur âme. Et l'âme, c'est quelque chose d'évanescent, qui n'est pas facile à expliquer et pas facile à comprendre. L'âme, c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'il faut ressentir. Et voilà, l'âme de l'Algérie, on pourrait s'arrêter là-dessus, on en a presque la larme à l'œil. Mais attendez un peu, car moi, il y a une dimension supplémentaire qui m'a fortement impressionné dans ce roman et qui nous emmène un cran plus loin, c'est le langage. Kateb Yacine a choisi d'écrire ce roman en français. Mais il n'a pas choisi le français de Flaubert. Il a développé un français bien à lui, une langue poétique, parfois très concise et puis juste après très emphatique. Une langue parfois précise mais souvent floue. Une langue duale, tiens donc, voilà que ça résonne encore. Dans une interview, Kateb Yacine disait « Nous exprimons l'âme du pays, nous exprimons un phénomène qui apparemment n'a rien à voir avec la langue française, mais dans cette langue. » Ainsi, la langue elle-même est une langue typiquement algérienne, et c'est bien ce que recherchait Kateb Yacine, poser la première pierre d'une littérature algérienne moderne, et voilà, c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, et continuez à me proposer des thèmes et des œuvres en commentaire, soyez patients, ça finit par marcher. En attendant la suite, vous pouvez aller visionner les 63 épisodes de l'Alchimie d'un roman. Vous pouvez aussi, si l'écriture vous intéresse, aller jeter un coup d'œil à ma série jumelle, l'Alchimie de l'écriture, où l'on discute des plaisirs et des tracas du métier d'écrivain. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, où vous aurez quelques infos en direct de mon actualité. Et enfin, si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, venez donc voir ma page Tipeee. Et voilà, tout est dit, bonne lecture à tous, portez-vous bien et à bientôt pour l'épisode 65.